Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'accueillir donc pour cette deuxième partie où nous allons tout d'abord parler de l'Iran avec Tawfir Ben Aïchouch, grand reporter de RFI. Bonjour Tawfir. Bonjour. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Merci d'être là. C'est une première, effectivement. Merci. Et en face de vous, un habitué, Wassim Al-Ahmar, qui est chroniqueur spécialisé en politique internationale à France 24. Bonjour Wassim. Merci d'être avec nous. Nous allons donc commencer tout d'abord effectivement par le sujet iranien. Donc la République islamique d'Iran, comme je le disais en titre, en première partie, fêtera donc la semaine prochaine le 37e anniversaire de cette révolution islamique. Le 11 février de 1979 marque en effet le retour à Téhéran de l'ayatollah Khomeini. Jusque-là en exil, cet opposant devient donc le guide suprême de la nouvelle République islamique d'Iran. Aujourd'hui, Tawfir, on peut dire que c'est l'héritage de Khomeini qu'en fait avec toute cette révolution. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 37 ans après son début et 27 ans après la mort de Khomeini lui-même? Vous voulez dire de l'héritage de Khomeini? Absolument. Il reste beaucoup de choses, c'est considérable. D'abord, il a institué un pouvoir politique qui est difficilement, qu'on peut difficilement remettre en cause, enfin que les Iraniens peuvent difficilement réformer. Il a institué un pouvoir religieux d'abord, c'était pas le cas avec le Shah, son prédécesseur donc. Il a institué une institution, si vous voulez, qui s'appelle Wiyat al-Fiqh, qui, en très clair, le guide du pays, eh bien, jouit d'une infaillibilité comme le pape. Le pape est infaillible au Vatican. Une sorte de clergé. Oui, absolument. Et vous avez raison d'employer ce terme parce que tout le pouvoir religieux est vraiment institutionnalisé et comment dire, est ordonné comme un vrai pouvoir avec des échelons intermédiaires, des pouvoirs supérieurs, enfin un conseil supérieur qui décide par exemple, de qui peut être candidat lorsqu'il y a des élections. Ça a été le cas. Vous savez qu'il y a des élections législatives qui vont se tenir en février. Là aussi, ce conseil se réserve le droit de choisir qui peut prétendre à un poste de député. Et déjà, ça commence mal pour les réformateurs, puisque 88% des candidats réformateurs ont été repoussés par ce comité. Non, l'héritage de Khomeini est toujours vivant et très difficile à remettre en cause. Alors, l'Iran est en train de normaliser, entre guillemets, ses relations avec l'Occident. Son programme nucléaire, ça a été un peu le point du désaccord entre Téhéran et les principales capitales occidentales. On va revenir un petit peu en arrière. 1957, le Shah d'Iran qui signe un accord de coopération civile avec les États-Unis sur l'utilisation pacifique de l'atome dans le cadre du programme Atome pour la paix. Là commencent des recherches en 1959 grâce à un réacteur donné d'ailleurs par les États-Unis. Mais on a un accord qui s'appelle Eurodif qui arrive en 1974 qui lui concerne l'enrichissement de l'uranium et j'ai l'impression que c'est à partir de là que les problèmes commencent. Qu'est-ce que c'est que cet accord? En quelque sorte, oui. Eurodif, c'est une société française qui a la charge, si vous voulez, de récolter de l'uranium et puis de l'enrichir. Alors pour monter cette boîte en 74, pour monter cette entreprise, il fallait des capitaux et là le Shah d'Iran prête, investit si vous voulez dans cette société française 1 milliard de dollars. En échange, eh bien, la France garantit que l'Iran pourra récupérer 10% de l'uranium enrichi par cet organisme, par Eurodif, et donc s'en servir pour le bien de l'Iran, pour faire des centrales nucléaires civiles à l'époque, bien sûr. Simplement, ce qui se passe, c'est que les Français remettent en cause cet accord. Les choses se compliquent entre Paris et Téhéran, et Paris décide de ne pas honorer cet accord. Alors, si vous voulez, ça va se résoudre de manière assez violente, mais en même temps de manière très discrète. Je m'explique. Les mauvaises langues disent que les Iraniens, par l'entremise du Hezbollah au Liban, prennent en otage des ressortissants français. Et à ce moment-là, la France demande aux Iraniens de libérer ses otages et l'Iran aurait dit oui à une seule condition, c'est que nous réglons ce problème d'Eurodif. C'est-à-dire où vous nous remboursez le milliard de dollars que l'Iran a investi dans cette société, ou vous nous permettez de récupérer 10% de l'uranium enrichi pour que nous puissions le traiter. Finalement, on va aller très vite, mais l'idée centrale, c'est ça, c'est qu'il y a un accord qui est conclu avec Jacques Chirac, qui était à l'époque Premier ministre. Parce que c'était, juste pour rappel, c'était François Mitterrand qui avait refusé à ce moment-là d'honorer... Si vous voulez, Jacques Chirac arrive à arracher un accord sur ce principe, libérer les otages français et on réglera le problème d'Eurodif. Donc il y a un deal qui est fait, si vous voulez, mais François Mitterrand, qui est président de la République socialiste, refuse de s'en tenir à ce deal.
missiles. Donc il va y avoir une crise énorme, très dangereuse pour toute la région et puis très sanglante aussi, jusqu'à ce que finalement les otages sont libérés. Et curieusement, dès la libération des otages, eh bien, la France restitue le milliard de dollars que l'Iran avait investi dans cette société. Alors, avant de terminer, juste 79, pour revenir à la révolution iranienne, Khomeini revient donc en Iran, mais juste un mot sur le soutien de la France à Khomeini, puisque aujourd'hui, clairement, il y a eu un souci avec ce pouvoir, avec ce clergé chiite, etc. Khomeini a quand même passé 112 jours en France, et c'est d'ici qu'il est parti dans un avion Air France, d'ailleurs, un avion de la République française, puisque c'était public. Vous savez, quand le président iranien est venu à Paris, il a donné une conférence, si vous voulez, à l'IFRI, à l'Institut français des recherches. Et c'était savoureux parce que sur les premiers sièges qui étaient au pied de sa tribune, donc il prononçait un discours, il y avait Valéry Giscard d'Estaing, et il y avait le patron des services secrets à l'époque qui a dealé la libération des otages détenus par l'Iran. Alors Valéry Giscard d'Estaing, pourquoi? Parce que c'est lui qui a accueilli Khomeini à Neauphle-le-Château. Pour la petite histoire, il y a toujours une rue Neauphle-le-Château à Téhéran. À Téhéran, oui, absolument. bien sûr, donc intitulé en français et non pas en arabe. Donc les relations, voilà ce qu'elles étaient au début. Ensuite, si vous voulez, la France a eu une position ambivalente vis-à-vis de l'Iran. Lorsqu'a éclaté la guerre du Golfe, qui a été monstrueuse entre l'Irak et l'Iran, eh bien, la France fournissait des avions à l'Irak, à Saddam Hussein. Elle fournissait même des missiles Exocet, qui étaient c'était le dernier cri des missiles à l'époque, à Saddam Hussein pour pouvoir combattre l'Iran. Donc ça n'a pas toujours été très facile. Est-ce que je peux vous demander en 30 secondes, puisqu'on termine cette partie-là, juste en 30 secondes, l'Iran aujourd'hui, entre Téhéran, Paris, comment ça se passe? Écoutez, je pense que tous ceux qui étaient contre l'Iran doivent faire contre bonne fortune, bon cœur aujourd'hui, parce que l'Iran est un interlocuteur incontournable si on veut régler le problème de l'Irak, et du Liban, le problème du Liban, évidemment, avec le Hezbollah, et surtout le problème de la Syrie et le problème de Daesh. Donc, à partir du moment où il y a eu un accord sur le nucléaire iranien, l'Iran redevient fréquentable et on a besoin de l'Iran. Les États-Unis en ont besoin et l'Occident, d'une manière générale, en ont besoin pour amener un peu de stabilité dans cette région. On en a bien besoin. Merci beaucoup. Je vous en prie.